Super. Alors, donc, je vous propose de démarrer. Donc, je suis Johan Discuso, je suis designer. Je travaille avec donc, ma collègue Marie qui est en ligne. Et puis, on se présentera toutes et tous autour de ce projet qui a lieu à Arsoin. Donc là, on se trouve au centre hospitalier Georges Sand, à Bourges, dans la salle de conférence, qui est à proximité du bâtiment Les Tilleuls, qui pour la prochaine fois pourra nous être ouvert, puisqu'on vient d'obtenir l'autorisation pour réaccueillir du public à l'intérieur. C'est une super nouvelle. Avec Marie, on est très contents. Avec Marie et Anaïs, on est très contents. On va donc échanger aujourd'hui dans le cadre du webinaire Arsoin Citoyenneté. Je vais laisser les différents intervenantes poursuivre leur présentation en leur laissant la parole. Mais d'abord, vous dire qu'on est donc avec Jasmine Lebert en ligne, qui est directrice générale et directrice artistique et du spectacle vivant du 3 Biceps, donc centre d'art à l'hôpital Montperrin, à Aix, d'Antoine Fenolio, qui est donc designer, cofondateur du studio Les Sismos et directeur des expérimentations à la chaire de philosophie à l'hôpital, Paris Psychiatrie Neurosciences. Morgane Jacobet, qui est donc la chef de projet sur le projet de tiers-lieu du Paris Mozart Orchestra. On a bien sûr donc Claire Gibault, qui est donc directrice artistique du Paris Mozart Orchestra. En ligne. Aurélien Hippolyte, directeur des finances, des systèmes d'exploitation, et puis voilà, qui a aussi des informations sur l'historique du bâtiment. Suzanne Huche, donc cadre de santé au CMP à l'hôpital de jour. Gilles Dinetti, donc artiste plasticien, intervenant à ce même hôpital de jour. Thomas, qui est donc patient à ce même hôpital de jour et à l'origine d'un projet de rencontre culturelle dont on parlera. Et Anne-Sophie Le Piège, pardon, vous êtes psychologue. C'est ça. À ce même hôpital de jour. Oui, parti. Voilà, les présentations sont faites. Je vais d'abord, pour commencer, laisser la parole à Jasmine pour resituer le 3 Biceps et le contexte de ce webinaire, donc autour des espaces agissants, donc webinaire Arsoin Citoyenneté. Oui, bonjour, merci beaucoup Johan. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jasmine Lebert, donc merci de m'avoir présentée. Je suis actuellement d'ailleurs dans un des 2 ateliers d'artistes en art visuel au 3 Biceps, au centre d'art 3 Biceps, qui se trouve à Aix-en-Provence et qui se trouve au cœur du centre hospitalier Montperrin. Je vais vous présenter un peu le 3 Biceps parce que la présentation du réseau Arsoin Citoyenneté s'accompagne toujours de la présentation du Centre d'art 3 Biceps. On a initié cette démarche Arsoin Citoyenneté, qui n'est pas encore véritablement un réseau en tant que tel, d'ailleurs, qui en tout cas est une sorte de réseau informel, on peut dire. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, il n'y a pas d'écho? Ok. Donc une démarche initiée depuis 2 ans qui a pour but de réunir, de fédérer des structures, des projets, des initiatives, des expériences qui croisent création artistique et soin au sens du prendre soin, donc dans une dimension très large du soin, avec autour d'enjeux de citoyenneté. Voilà, donc vaste sujet. Tout simplement, ce réseau est né de l'identité même du 3 Biceps, qui est donc un centre d'art qui existe depuis 40 ans, qui a vu le jour en 1983 de la fermeture du pavillon d'enfermement pour femmes, 3 bis F, le F étant le F de femmes. Donc ces espaces dans lesquels se sont inscrits le centre d'art et le lieu d'art sont nés de l'histoire, sont nés vraiment
cette fermeture définitive, très tardive, en 1983. Donc pendant une centaine d'années, de 1880 à 1983, le 3 Bicef fut un pavillon à cellules, avec donc une architecture carcérale, comme il en existe donc dans la plupart des centres hospitaliers qui ont été construits à la fin du 19e siècle dans toutes les villes de taille moyenne en France, puisque le décret sur les asiles et les statuts des aliénés, en fait, demande à chaque département de se doter donc d'un asile. 1983, c'est la date de la fermeture définitive et naît une expérience qui va se prolonger jusqu'à devenir un centre d'art contemporain labellisé par le ministère de la Culture depuis 2021. Donc une structure de création artistique qui s'appuie sur un socle associatif, l'association Entracte, qui porte le projet depuis 1983. Et cette double nature du lieu et du projet qui s'inscrit à la fois sur un socle de la société civile, c'est la volonté de personnes qui se sont rassemblées pour créer cette expérience, et en même temps l'appareil, l'institution, la direction, Centre Hospitalier Montperrin, qui dès le début, il y a 40 ans, a accompagné l'émergence de cette expérience de rencontre entre la création artistique et le soin. Peut-être que je peux vous montrer quelques images. Je crois qu'on avait prévu d'ailleurs que je vous montre des images, ce sera plus parlant. Ah oui. Alors, Joanne, est-ce que je dois partager un écran ou est-ce que… Alors, vous pouvez prendre la main pour partager votre écran. Nous, on les a pas dans notre support, donc on peut vous laisser la main pour partager un support que vous auriez vous sous la main. Oui, je pense que je peux vous montrer quelques images. Et il faut juste que, comme je ne suis pas très familière de Google Meet, que je vois comment partager mon écran. C'est en bas de l'écran, il y a un petit bouton. Activité, c'est ça? Il doit y avoir un petit présenté. C'est un petit carré avec une flèche vers le haut, qui est la bulle du centre, qui dit présenter maintenant. Alors, attendez. Une flèche vers le haut. Dans un petit carré. En bas de l'écran, on a plein de bulles. Ouais. Il y en a un avec un emoji, c'est à la droite de l'emoji. Une bulle avec un carré et une petite flèche dedans. C'est les petites bulles grises qui sont dans le bas de l'écran. Ok, je vois pas. Ouais, je suis désolée, je vois pas en fait. Il y a la petite discuter avec tous les participants. Activité, c'est ça? Bon, c'est pas grave sinon. Voilà, je pense qu'on peut aussi aller sur le site. Ben, je vais aller sur le site alors. Oui, voilà, il y a des images qu'on voit sur le site, ça ira très bien. Voilà, donc il y a vraiment une double appartenance et c'est ça qui va nous intéresser ici et c'est ça qui nous a amené en fait à créer ce réseau Art Soins Citoyenneté autour de l'idée de mettre en avant, de fédérer et ce qu'on appelle ces lieux autres qui nous intéressent et ça va nous amener à la présentation du projet à Bourges que vous portez, qui sont vraiment l'idée de croiser des enjeux autour de la création artistique, du soin, de la participation et de la capacité, du développement de la capacité des personnes à faire des choix pour elles-mêmes, puisque, pour vous finir de planter le décor, le 3 Bicef est à la fois donc un lieu de création artistique, une structure de création artistique qui accueille des artistes en résidence toute l'année, en art visuel et en art vivant, présente des expositions, présente des spectacles, des étapes de création, est aussi un lieu d'accueil inconditionnel au sein du Centre Hospitalier Montperrin. Là, vous voyez donc le jardin. Alors, il n'est plus tout à fait comme ça aujourd'hui, puisque la cour minérale est devenue un jardin d'art et d'essai et un jardin participatif aussi dans le cadre d'ateliers collectifs. Ce qu'a quelque part un peu inventé le 3 Bicef, les fondateuristes du projet il y a 40 ans, c'est cette approche assez inédite de la création artistique partagée. Puisque dès l'origine du projet, avant même qu'une équipe professionnelle se structure au sein du centre d'art, les premières personnes qui faisaient le lien entre les artistes au travail et les personnes hospitalisées ou en parcours de soins ou les personnes de l'extérieur de l'hôpital qui venaient rencontrer des artistes au travail étaient les infirmiers de l'hôpital. Voilà, donc c'est à travers le soin
que s'est structuré le projet, mais avec un trait d'union entre l'hôpital et la cité dès le départ, et qui est toujours le cas aujourd'hui, puisque tous les artistes qui viennent en résidence proposent ce qu'on appelle des sessions, qui sont des temps de partage de la création, qui mêlent de manière indistincte des personnes hospitalisées ou en parcours de soins et des personnes de l'extérieur. Voilà, donc ce réseau Art Sans Citoyenneté, alors on a, merci pour voilà, j'étais très heureuse de votre invitation parce que donc il s'agit aujourd'hui on peut dire d'un webinaire additionnel, en bonus peut-être même, par rapport au cycle Explorer les espaces agissants qu'on a mis en place dans le cadre de cette deuxième année du réseau Art Sans Citoyenneté. Donc tout au long de l'année, tous les 2 mois environ, nous sommes allés à la rencontre de lieux agissants au sens de ce qui permet de développer la capacité d'agir, de ce que permettent les lieux, de ce que permettent les conditions de rencontre qu'on met en place dans des lieux, dans des espaces. Et nous sommes allés donc tantôt dans des lieux qui étaient plutôt dans le champ de la santé, d'autres établissements psychiatriques comme celui de l'Aragne dans les Hautes-Alpes, ou d'autres centres d'art, lieux de résidence artistique, mais qui se pensent aussi comme des lieux de soins. Donc tout ce cycle nous a amené à une forme d'itinérance pour mettre en avant des expériences agissantes. Et voilà, pour cette saison, en tout cas, le cycle s'achève aujourd'hui avec cette invitation et ce projet ici à Bourges, lequel je suis à distance avec vous, mais très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Peut-être, voilà, je pourrais revenir dans le cadre des échanges sur la présentation ou d'autres éléments sur le réseau Art Sans Citoyenneté. Super, top. Merci beaucoup, Jasmine. Ce qu'on vous propose pour redémarrer à partir de la genèse du projet de tiers-lieu, c'est de laisser la parole à Claire Gibaud, donc directrice artistique du Paris Mozart Orchestra, qui est en ligne avec nous. Et donc Claire, que vous puissiez nous resituer brièvement d'où vient ce projet, comment il a émergé et quelles étaient ses ambitions premières, pour qu'on puisse voir aussi au fur et à mesure de l'avancée comment ça se précise à cette étape-là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le Paris Mozart Orchestra que j'ai créé il y a 12 ans. Dès le départ, il y a eu la volonté que nos activités consacrent 50% de notre temps à la solidarité, à la pédagogie et à une forme de soins aussi. Et nous avons été choisis par la ville de Bourges pour être en résidence depuis octobre 2022, donc c'est notre 2e saison. Et je pense que ce qui a séduit le maire de Bourges, c'est justement toutes ces activités qui ne sont pas seulement institutionnelles dans le domaine de la musique. Et nous cherchons un lieu pour nos bureaux, pour ne pas être des Parisiens de passage et pour nous implanter plus profondément dans la vie de Bourges, du Cher et de la région. Et nous n'avions pas d'argent, pas de moyens pour être propriétaires de quoi que ce soit. Et la ville nous cherchait parmi les bâtiments existants, désaffectés, en tout cas non utilisés, un lieu pour nous. Et le directeur de l'hôpital de l'époque, il y a 2 ans, Alexis Jamet, m'a fait découvrir cet endroit au sein de l'hôpital psychiatrique Georges Poussin, qui est le bâtiment Les Tilleuls. Et j'ai eu quelque chose comme un coup de foudre, à côté de tous les autres bâtiments que nous avions visités. Et il m'a semblé évident que c'était là qu'il fallait que nous soyons. Et j'avais certainement au fond de moi et à cœur de déstigmatiser cette peur que beaucoup de gens ont, l'hôpital psychiatrique et des malades mentaux. Et oui, il y a très souvent des rencontres entre les synergies personnelles et les synergies professionnelles, et c'était juste après la pandémie. Et beaucoup des musiciens de l'orchestre avaient beaucoup souffert à cause de l'inactivité, de l'enfermement, etc. Je les avais vus sombrer. Moi-même, sur le plan personnel, mon fils avait été hospitalisé en secteur fermé à Sainte-Anne, et je suis allée tous les jours le voir. J'avais hâte de le voir.
et j'ai découvert l'hôpital psychiatrique. Donc, maintenant, il va bien. C'est pour ça que j'ose le dire. Il va extrêmement bien. Mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose que nous devions faire. Je connaissais déjà les liens avec l'hôpital pour enfants malades à Necker, à Paris. Et puis, nous avions joué dans les prisons, dans les cités les plus éloignées de la culture en banlieue parisienne, et maintenant beaucoup dans les villages du Cher et à Bourg, dans la merveilleuse maison de la culture. Et il y a eu cette opportunité. Et tout d'un coup, une petite association comme le Paris Mozart Orchestra s'est trouvée le moteur d'un projet de tiers-lieu parce que la nouvelle directrice de l'hôpital qui a succédé à Alexis Jamet s'est passionnée, a pris en main le projet, elle est extrêmement active et compétente. Et il y avait beaucoup de choses qui nous séduisaient, c'est qu'il y avait une ferme bio à côté, il y avait un EHPAD pas loin, des crèches à quelques mètres, un lycée professionnel, un autre tiers-lieu. Et voilà, tout d'un coup, on devient moteur d'un grand projet qui, paraît-il, a été très important pour que la ville de Bourges obtienne la qualification d'être capitale européenne de la culture en 2028. Donc, je suis passionnée d'entendre Jasmine raconter tout ce qu'elle fait parce que, bon, bien sûr, moi, je peux beaucoup m'impliquer dans tout ce qui est le spectacle vivant, mais tout ce qui concerne les arts plastiques, j'ai beaucoup à apprendre dans beaucoup, beaucoup de domaines, dont toutes vos expériences sont riches pour moi. Voilà. Il y a peut-être Morgane qui développe le projet sur des plans plus concrets, plus administratifs, veut dire un mot aussi. Oui, oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse dire un mot avec Morgane sur là où on en est dans le projet. Mais peut-être, si ça vous va, avant ça, de laisser la parole à Monsieur Hippolyte, donc Aurélien Hippolyte, peut-être très brièvement sur l'historique de ce lieu et qu'on puisse revoir quelques photos du lieu et repartir de ce contexte historique du lieu avant de faire un état de là où on en est actuellement. Écoutez, merci à toutes et à tous. C'est bon, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Parfait. Alors, j'ai été, je ne vais pas dire étonné, mais c'est assez drôle d'entendre le projet qui a été porté à Montperrin et le bâtiment qui a été choisi, ou en tout cas qui s'est dirigé vers ce sujet, étant donné que on est également pour le bâtiment des Tilleuls sur un bâtiment qui a une histoire principalement des hospitalisations pour femmes. Donc, le lien est assez rapide à faire quand on entend un peu les deux historiques de ces lieux. C'est assez étonnant. Pour revenir un peu rapidement également sur l'historique du bâtiment des Tilleuls, l'élément principal, c'est une date de construction aux alentours de 1875 d'un bâtiment destiné à la prise en charge des femmes aliénées tranquilles. Je reprends la terminologie d'époque, c'est-à-dire que ce bâtiment vise pas une hospitalisation libre, on n'en est pas absolument pas dans ces conditions-là, mais des personnes avec un niveau de trouble inférieur à ce qui a pu être discuté sur une population aliénée, asilaire et en service considéré fermé, ou en tout cas en cellulaire. Un bâtiment qui, au maximum de ses capacitaires, a tourné à peu près aux alentours de 200 personnes hospitalisées à l'intérieur. Quand on refait un historique et quand on voit le bâtiment aujourd'hui par rapport à ce que sont des conditions normales d'hospitalisation au XXIe siècle, faut imaginer des conditions de l'époque. C'est un bâtiment qui a une histoire assez particulière dans l'histoire de George Sand, principalement, pour faire un peu plus large que le bâtiment des Tilleuls. En fait, l'hôpital de George Sand aujourd'hui est la réunion en 2003 de 3 établissements. Le centre hospitalier Borgard, qui était l'établissement départemental de santé mentale du Cher, donc qui prenait en charge toute la population du département du Cher, et 2 hôpitaux un peu plus particuliers, qui étaient l'hôpital de Cheuzal-Benoît et l'hôpital de Dun-sur-Rohan, qui ne sont pas liés au Cher directement, mais qui sont liés au département de la Seine. Pourquoi ils sont liés au département de la Seine? Il faut revenir à la même période, vers les années 1890, où les asiles parisiens explosent. Il y a une population beaucoup trop importante au sein de ces structures. Ils sont complètement suroccupés, avec des conditions d'hébergement absolument catastrophiques, qualifiables d'inhumaines, avec des problématiques de violence, avec d'énormes problématiques de pauvreté de la population à Paris.
Et on y mélange les troubles psychiatriques, les indigents, ceux qu'on veut voir écartés pour des raisons économiques, politiques et autres sur le territoire. Donc, c'est une situation catastrophique. Et le préfet de la Seine va nommer un médecin, le docteur Marie, pour qu'il aille trouver des solutions pour désengorger les hôpitaux parisiens. Il va aller dans plusieurs pays européens pour voir ce qui se propose et il va revenir avec un projet qui est celui de l'accueil familial thérapeutique. C'est-à-dire de transférer des asiles, des populations relativement stables pour les mettre dans des familles d'accueil dans d'autres territoires. Et à l'époque, on va aller chercher des territoires relativement éloignés de Paris pour éviter que les gens y retournent et suffisamment pauvres et en difficulté pour que les familles aient une envie d'accueillir chez eux des personnes présentant des troubles psychiatriques. Donc, il va se diriger vers le Cher, il va se diriger vers la commune au départ de Dun-sur-Oron, qui est fortement victime à l'époque de la question du phylloxéra et il y a une très grande pauvreté qui se met en place. Et il va créer l'accueil familial thérapeutique pour femmes dans la commune de Dun-sur-Oron. Au départ, avec une équipe très limitée de 2 personnes, lui, sa femme et un infirmier, qui sera étoffé au fur et à mesure du temps, étant donné qu'au maximum, l'accueil familial thérapeutique dans les années 60 a accueilli à peu près 1000 personnes. Il y aura un deuxième projet qui aura lieu à Cheuzal-Benoît, qui sera là non pas un accueil familial ou une colonie familiale, mais qui sera une colonie rurale. Ce sera dirigé pour les hommes. Et là, au lieu d'être dans des familles d'accueil, ils sont adressés dans des fermes. Pareil, on va être à un capacitaire qui atteindra quasiment les 600 personnes. Alors, pourquoi je parle de l'accueil familial thérapeutique et du bâtiment des Tilleuls? Parce qu'on retrouve dans les premiers écrits du docteur Marie à l'époque, les premiers rapports qu'il envoie au préfet du département de la Seine, que quand ils ont besoin d'hospitalisation et qu'ils ne peuvent pas les renvoyer à Paris car les hôpitaux parisiens ne veulent pas reprendre les patients, ils les adressent au bâtiment des Tilleuls à Bourges. Donc, on a eu un transfert d'une partie de la population parisienne. Quand la prise en charge en accueil familial thérapeutique se passait pas bien, les femmes étaient redirigées vers ce bâtiment des Tilleuls. Et donc, il y a un lien assez fort entre cet accueil familial thérapeutique, qui était une première en France, qui a été pendant très longtemps le plus gros service d'accueil familial thérapeutique de France, voire même d'Europe, avec ce bâtiment aujourd'hui des Tilleuls. Voilà à peu près pour vous refaire une histoire. Alors, ce bâtiment arrêtera son activité de soins aux alentours des années 1970. Deviendra par la suite plusieurs choses. Il deviendra un centre de formation pour les IDE et les soignants. Il deviendra, comme on a la photo, un lieu pour des activités thérapeutiques. Là, c'était l'ancien local dans lequel était fait le journal des patients, vidéo qui était publié dans les services. Il servira également de bibliothèque pour les professionnels. Je sais que le Paris Mozart Orchestra était particulièrement attaché aux livres de la bibliothèque et au tas de livres par terre qu'ils nous ont fait garder pendant plus de 8 mois. Une installation qui a beaucoup plu au Paris Mozart Orchestra. Malheureusement, aujourd'hui, on ne la voit plus. Mais on a même reçu le jury européen de la capitale européenne de la culture avec un tas de bouquins par terre à laquelle tout le monde était très attaché. Voilà. Donc, ils ont été sensibles du coup. Comment? J'ai dit, ils ont dû y être un peu sensibles aussi. Certainement, je pense. Beaucoup plus que moi comme directeur d'hôpital. Mais en tout cas, voilà, c'est toute l'histoire de ce bâtiment. Il a fermé son activité il y a à peu près 15 ans. Il n'y avait plus d'activité dedans. Et donc, aujourd'hui, il est reparti sur un nouveau projet avec ce projet de tiers-lieu auquel on est à la ville de Bourges, à l'hôpital de Georges Sand, au sein du Paris Mozart Orchestra, très attaché. Voilà, un peu pour une intervention rapide. Super, merci beaucoup. D'ailleurs, lors des visites médiatisées qu'on a pu faire du bâtiment, alors, je ne sais pas si certaines ont pu y participer, on a restitué certaines paroles recueillies avec un instrument. On a un enregistrement qu'on pourra repartager à l'intérieur voilà, pour les équipes du centre hospitalier. Il y a pas mal de monde qui nous disait, en fait, moi, j'y ai assisté. En fait, j'ai été à cet espace, j'ai vu cette bibliothèque, la chambre des erreurs, je suis passé, et qui nous disait, ce fond documentaire, là, ce serait bien qu'on le garde, qu'on en fasse une petite capsule sonore, de mémoriel, pardon, pour pouvoir se souvenir, en fait, de tout ça. Il y a des objets de manipulation, de tests voilà, psychotechniques, etc. Donc les fameux WESC, donc on pourra y revenir. Morgane, est-ce que tu veux qu'on, à 2 voix ou à plus de voix que ça, même fasse un petit point d'étape de là où on en est actuellement dans le projet? Eh bien, avec plaisir.
Je peux commencer par donc rappeler les objectifs du tiers-lieu. Donc Claire les a évoqués, mais vraiment l'objectif c'est de déstigmatiser ces sujets de troubles psychiques et vraiment du coup de réussir à faire venir aussi les berruyers au sein de ce lieu et de réussir aussi à rompre les solitudes à travers donc toutes les activités, la programmation artistique qu'on va pouvoir mettre en place. Et comme on le disait dans la démarche, c'est vraiment important pour tous à la fois de s'inscrire dans l'histoire du lieu et de réussir donc voilà à le faire revivre aussi, à ne pas oublier, et aussi à bien co-construire aussi toute cette démarche donc avec l'ensemble des parties prenantes en fait qui vont s'investir dans le projet. Donc à la fois avec voilà les usagers, les patients, avec les soignants aussi, avec les associations, les art thérapeutes, les artistes. Donc voilà, vraiment réussir à co-construire ce projet comme on le fait aujourd'hui avec le centre hospitalier. Voilà, et donc dans la démarche, donc on a commencé à travailler avec des associations, les usagers, et puis donc on s'est appuyé sur l'expertise des Sismo et d'Impact Studio, donc les Sismo qui sont un cabinet de design et d'architecture, et qui du coup ont mené beaucoup de travaux ces derniers temps. Certains d'entre vous ont d'ailleurs été sollicités pour commencer à concevoir vraiment ce projet qu'on veut pérenne. Donc on met du temps à le concevoir. L'idée c'est que donc il y ait des travaux et qui s'ouvrent, qui est une ouverture en 2026. Donc on est vraiment sur des temps longs, mais on veut voilà une dynamique, un projet qui soit pérenne à la fois donc, en termes de dynamique partenariale et en termes aussi de pérennité économique. Voilà, donc je te laisse Johan si ça va compléter sur les travaux. Donc on a démarré la réflexion sur le projet à partir de certaines intuitions programmatiques qui venaient plutôt du milieu artistique, donc portées par les ambitions de Paris Mozart Orchestra, avec, comme le disait Claire, peut-être des choses plus précises et plus définies sur la dimension musicale, mais un souhait aussi de le faire d'une manière voilà, partenariale, avec notamment, je pense à l'École des Beaux-Arts de Bourges, sur la dimension en art visuel, et puis s'appuyer aussi, et ça c'est un point qu'on a beaucoup vu au gré de nos premiers échanges avec la communauté hospitalière, sur ce qui existe déjà, quoi. Ce qu'il fallait, c'était surtout pas qu'on arrive dans une forme de concurrence avec des synergies qui ont déjà lieu en fait avec des artistes plasticiens intervenants, art thérapeutes, et puis avec des liens qui se font déjà sur le territoire. Et donc on a plutôt démarré en faisant des entretiens pour recueillir les attentes, les souhaits, les opportunités, mais aussi les risques ou les écueils qu'on pourrait anticiper sur ce que pourrait être un lieu de diffusion, de création, ouvert à un public, donc ouvert sur la ville, mais en même temps permettant sans condition d'accueillir aussi évidemment les patients, les familles, des artistes aussi en résidence sur des temps qui peuvent être de création, mais aussi des temps de repos pour voilà, renouer avec sa pratique, avec son public, créer ou même souffler. Donc ça avait une grande mixité d'usages. Et nous, on est parti de cette mixité d'usage pour l'interroger, la mettre en perspective avec les enjeux des différents services, des différents professionnels, et puis aussi des personnes concernées, donc des familles, des patients, en ayant toujours aussi cette dimension entre guillemets territoriale, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire ce tiers-lieu, qui est donc un espace situé dans le centre hospitalier Georges-Sand à Bourges. Et du coup, comme le disait Monsieur Hippolyte, qu'est-ce que ça devient pour Cheusal-Benoît et pour Dun-sur-Oron? Donc, qu'est-ce que serait aussi un tiers-lieu hors les murs qui pourrait sortir de l'enceinte du bâtiment des Tilleuls et même du centre hospitalier au sens à Bourges pour aller se déplacer, aller même sur les pads qui est sur site pour aller toucher et être au contact de publics qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc, on est parti de ces échanges qu'on a fait sous la forme de rencontres, de balades ou d'entretiens voilà, plus ou moins formels avec ces intuitions de départ et puis aussi en écoutant quelles étaient les envies. Donc, parfois, il y avait déjà des projets en réflexion sur la radio, sur la musique, sur la sonothérapie, et ça allait de la très petite enfance à la périnatalité même jusqu'aux seniors à l'EHPAD. Donc c'était très large comme grand cahier des charges. Et en fait, on a fait une première étape, un point d'étape de restitution, qui était donc une restitution de ce qu'on appelle un peu un carnet d'étonnement. Mais voilà, c'est cette grande étape d'enrichissement, de rencontre. On est reparti des volontés
voilà, sur place pour entre guillemets, présenter un programme architectural, c'est-à-dire de remettre un peu en perspective les premières intuitions dans un espace, en essayant de le localiser. Hein, voilà ce qu'il y aurait au rez-de-chaussée, voilà ce qu'il y aurait dans les différents niveaux, et puis de voir comment ces différents usages, qui sont de manière, dans un premier temps, assez sommaires, articulés dans le bâtiment, elles cohabitent entre elles aussi. Avec, là, pour le coup, on commence à rentrer dans des aspects plus techniques, c'est-à-dire, si j'accueille des adolescents, moi, je vais avoir, en tant que soignant, des attentes très spécifiques sur la question de la sécurité, ce qui n'est pas forcément le cas pour voilà, d'autres types de patients, donc d'autres types de services. Donc, d'essayer d'intégrer un certain nombre de sous-cahiers des charges qui sont spécifiques à voilà, des services ou des conditions en fait, d'usage, avec des espaces qui, évidemment, comme vous l'imaginez, vont devoir être assez hybrides et intégrer une grande mixité d'usage. C'est-à-dire que l'auditorium, on va pouvoir y assister pour un concert, mais peut-être que 2 heures après, ça sera un lieu pour faire une activité autour de la pratique du mouvement et émotion avec des jeunes. Et puis le soir, être en temps de lecture avec, je sais pas, les résidents de l'EHPAD, par exemple. Donc, il y a aussi cette mixité des usages qui est à intégrer. Et donc, très, très vite, aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on commence à donc mettre ça en espace. Alors là, on ne voit pas très, très bien, mais ce qu'on identifie, c'est 3 grands pôles. Un premier pôle, évidemment, qui est donc un pôle culturel, musical, avec des usages autour de la diffusion. C'est pour ça que je parlais d'auditorium, d'un espace de répétition, d'enregistrement, mais aussi de partage, de représentation en art vivant, donc en musique, mais pas que ce soit un espace donc, de création et aussi un espace d'expérimentation. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller explorer ce que pourrait être un auditorium spécifiquement ici à Bourges, au centre hospitalier. Et donc, qu'est-ce que c'est les conditions pour s'y sentir bien, pour que tout le monde puisse s'y sentir bien, pour qu'on puisse entrer et sortir quand on le souhaite, et qu'on puisse être à sa manière. C'est-à-dire que peut-être que c'est pas des chaises toutes standards, mais qu'on a différentes manières de s'y installer, ou qu'on a plus de possibilités pour gérer sa proximité avec le reste du groupe ou avec les artistes qui interviennent ou qui proposent quelque chose. Donc voilà, ce pôle musical qui va lui être localisé plutôt au rez-de-chaussée, hein, puisque ça peut être un lieu ouvert au public, où on va imaginer des représentations, donc il faut que ce soit facilement accessible, qui va cohabiter sur l'autre aile du bâtiment avec ce qu'on a appelé un pôle de la convivialité. On y reviendra, puisque le projet de maison des usagers est très lié à ce pôle convivialité. Donc, évidemment, cette maison des usagers avec cet échange soignant-soigné et puis toute la programmation qui est déjà en cours de construction avec la maison des usagers, dont on reviendra juste après. Et puis, une partie café, peut-être restaurant ou petite restauration dans le cadre d'un projet de cuisine thérapeutique qui pourrait s'étendre à cet espace et donc qui serait voilà, plutôt le lieu de vie, le lieu d'accueil où on peut venir dans la journée, où ça peut être ouvert à des horaires étendus et qui serait complémentaire à la cafétéria, etc. Donc un lieu où on va pouvoir, nous, en tant que citoyens, se rendre dans le café et avoir la possibilité de peut-être toquer à la porte de la maison des usagers dans le cadre d'une permanence de partenaires, d'associations, par exemple, et parler, par exemple, santé mentale, sans jugement et voilà, sans que ce soit, que cette porte soit ouverte, quoi, que ce soit possible. Et puis, un troisième pôle, mais qui va évidemment être, lui, peut-être moins localisé précisément, même si on a imaginé des salles d'activité dédiées, un pôle d'activité et de pratique qui va être donc lié à la pratique artistique, à la pratique de médiation thérapeutique, donc des espaces qui vont être dédiés et qui vont, par leur configuration, essayer de répondre à des besoins parfois de capsules plutôt intimes, pour trouver sur des choses autour du corps, de ressenti, et d'autres plutôt sur des activités collectives avec un besoin de volume plus important, parce qu'on imagine, pour l'instant, on s'autorise à accueillir aussi, pourquoi pas, une compagnie de théâtre ou de danse qui cherche un espace pour répéter. Je pense on a entendu parler de la compagnie Avaricom, dont certains de vos collègues connaissent, ou en tout cas, ils sont.
Il y a la radio-résonance également, où on imagine que des espaces de répétition pour les musiciens puissent être aussi des lieux de création sonore. Voilà, donc ce pôle activité, il va avoir des espaces dédiés, mais on imagine que on pourrait aussi imaginer des expos ou des choses qui pourraient avoir lieu dans l'auditorium ou dans le café, évidemment. Donc ces pôles, on les imagine aujourd'hui comme des grands blocs de fonctions avec des espaces dédiés, mais tout ça va pouvoir circuler. Donc on en est à cette étape-là. Et là, on va rentrer progressivement dans une étape de création, c'est-à-dire que maintenant qu'on a dit ça, il va falloir s'y coller. Et donc, on va mener des ateliers courant de l'été avec vous, avec les personnes concernées, les familles, certains patients, des professionnels, pour rentrer plus précisément dans ces 3 pôles et aller commencer à dessiner des choses, imaginer comment est-ce que tout ça va pouvoir prendre forme et aller un petit peu plus loin en termes de matérialité, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme luminosité, qu'est-ce qu'on veut comme acoustique. Je parle sous le contrôle de Claire, mais voilà, les musiciens, ils sont très exigeants sur la manière dont l'auditorium va sonner pour s'y sentir bien. Et en même temps, il faut que ce soit un lieu qui soit aussi adéquat pour d'autres types de pratiques. Donc, on va avoir besoin de travailler avec des bureaux d'études techniques sur l'acoustique et en même temps, de travailler ces questions d'ergonomie, des aménagements, pour les soignants, de comment est-ce qu'on peut ranger et avoir des espaces de stockage pour du matériel s'il y a des activités. Toutes ces questions qui sont essentielles dans le dessin du projet et qui vont nous amener à partir de la rentrée, encore des temporalités très précises, à monter la 3D du bâtiment, en fait, donc à faire une modélisation qui va nous permettre de produire des premières images et de se projeter pour voir à quoi ressemblera, en fait, chacun de ces espaces. Voilà. Est-ce que ça existe par ailleurs sur des projets différents? C'est vraiment complètement nouveau ou il y a la possibilité potentiellement de s'inspirer de ailleurs, des écoles, enfin voilà. Ouais. Alors, on a, je pense, en grand exemple, le 3 Bicef, qui est cet espace qui a déjà une sacrée histoire de rencontres avec des artistes au sein même d'un centre hospitalier, sur l'aspect méthodologique, c'est-à-dire de repartir à partir des personnes concernées sur un terrain. Il y a là, pour le coup, plein de retours d'expérience, mais qui ne sont pas spécifiquement dédiés à des projets similaires, c'est-à-dire des projets d'espace artistique en contexte hospitalier. Mais il y en a. Ouais, très spécifique. Là, l'idée pour le coup, c'est qu'on puisse par la suite là repartir aussi des expériences qu'on a et essayer, puisque nous on n'a pas d'historique autour de ce lieu, on est plutôt dans une projection d'anticiper quelles sont les opportunités ensemble et les écueils. Donc dans la partie questions-réponses, ça serait hyper intéressant qu'on puisse déjà échanger ou vous entendre aussi sur des potentielles opportunités et ou risques ou écueils qui seraient à prendre en compte pour que ça puisse informer le projet de conception. C'est aussi pour ça qu'on se nourrit et qu'on s'inspire d'autres projets qui sont peut-être un peu différents, mais pour aller aussi chercher l'expérience qui peut exister. Après, c'est vrai que dans un établissement de santé publique, je pense que c'est assez novateur comme projet. Donc voilà, tout est à inventer aussi, à construire au fur et à mesure. On parlait de ce pôle convivialité. Je vais peut-être laisser ma place. Ah oui, il y a la place. D'installer. Peut-être que ce qui serait bien, ce serait que vous puissiez nous présenter peut-être plus en détail le projet de maison des usagers et comment est-ce que ça s'intégrerait dans le tiers-lieu. Et ce qui fera la super transition pour Anne-Sophie et Thomas, si ça vous va de fonctionner comme ça. Oui, très bien. L'idée en fait de la création du tiers-lieu, un petit tiers-lieu, oui, la maison des usagers, vient d'un groupe de travail qui a été constitué en mars 2022. Donc c'est un premier groupe de travail au sein de l'institution qui est constitué de professionnels de santé, d'usagers et de familles, associations, etc. Donc
Donc chacun prenait place et puis la réflexion qu'on avait tous, c'était qu'on n'avait pas de lieu où on pouvait se rencontrer et se réunir. Voilà. Dans des services de soins, vous avez des salles d'activité pour les usagers, mais pas forcément un lieu d'accueil, par exemple, pour les familles. Voilà. Et donc voilà, un petit peu notre réflexion autour, on pouvait entendre aussi, par exemple, des personnes hospitalisées, les familles venir visiter et pas de lieu, voilà, pour les accueillir, etc. Donc notre réflexion, elle partait de là, où on avait envie, effectivement, d'un tiers-lieu hors des murs des services pour nous retrouver et aussi peut-être construire ensemble. C'est l'idée, effectivement, de partager ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit aussi un lieu un peu apprenant, où on va partager des savoirs pour permettre aux uns aux autres, effectivement, d'apprendre à vivre avec la maladie, que ce soit d'un proche ou sa propre maladie. Aussi, c'est un lieu d'accueil, d'information, et où on vient développer toutes sortes d'activités comme les programmes d'éducation thérapeutique, que les uns et les autres, encore une fois, puissent avoir des savoirs et prendre ses propres décisions. Et je trouvais intéressant pour faire le lien avec le tiers-lieu, l'idée, effectivement, que ce soit inscrit dans le pôle de convivialité. Je n'avais pas forcément pensé à cela, mais effectivement, en réfléchissant, on dit maison des usagers. Donc, qu'est-ce qu'une maison finalement? Et c'est ce qui nous a amené à réfléchir. Où la maison, j'ai envie de dire, c'est un lieu où on vient partager des événements intimes, où il y a une mémoire, une histoire, où on vient aussi développer des sens avec la cuisine ou des choses comme ça, la vue par la fenêtre, enfin voilà. Et je me disais, oui, finalement, ouais, c'est assez intéressant d'avoir utilisé le mot finalement de maison des usagers. Donc là, on est en train de construire ensemble l'idée de comment on peut penser cette maison, comment on peut l'habiter pour que ce soit effectivement un lieu effectivement apprenant, mais aussi un lieu convivial. Voilà, c'est le terme qu'a beaucoup utilisé les collègues du PMO, etc., de Sismo, lors des ateliers. Et du coup, je trouve qu'il prend sens aujourd'hui, davantage sens. Voilà. Super. Top. Et donc, pour faire le lien entre ce dialogue avec les arts et la culture, ce qui est quand même une rencontre entre des langages très différents, des approches très différentes, même si voilà, pour certaines, vous avez déjà eu des expériences, on pourra y revenir à la deuxième partie cet après-midi. Il y avait donc cette expérience, Thomas, que vous avez initiée, et donc voilà, on serait curieux de nous la partager. L'idée de l'atelier carte blanche, alors un mot rapidement sur la notion même de carte blanche, c'est issu d'une émission sur Internet qui permettait aux chroniqueurs d'évoquer librement ce qu'ils avaient envie, quoi, tout simplement. Et donc, ça m'est venu en mars 2022. Et pourquoi cet atelier? C'est parce que j'avais des choses à proposer, à évoquer d'un point de vue culturel, et que je sentais qu'il y en avait d'autres parmi les patients de l'hôpital de jour qui évoquaient, mais seulement à 2-3 personnes maximum. Et donc voilà. Alors et dans mon esprit, c'était très large. C'est-à-dire, l'atelier, carte blanche, ça se déroulait dans un cadre où peu importe que les œuvres évoquées sont récentes ou non. Donc voilà, il n'y avait pas de limite à ce niveau-là. Et que voilà, donc l'atelier carte blanche a pris 1 an à se faire. Donc les soignants ont tenu à que ce se déroule en dehors de l'hôpital de jour. Et que voilà, donc depuis mars 2023, ça a lieu à la librairie Simone tous les premiers mardi après-midi de 14h30 à 16h. Donc, comment ça se passe concrètement? Les patients se mettent d'accord sur ce qui concerne la présentation de ce qu'ils veulent parler. Donc là, c'est vraiment culture au sens très large. Ça peut être un livre, une BD, un magazine, un film, une série, une musique, des jeux vidéo, vraiment culture au sens large. Et cela occasionne de la curiosité et des échanges au sein des patients. Donc le soignant peut également partager son coup de cœur du moment. Et donc après l'atelier carte blanche, il peut y avoir des discussions en dehors, bien entendu, en dehors de l'atelier. Et donc c'est aussi un peu, en tout cas, ça peut occasionner ce genre de discussion. Et donc à la fin, il y a un patient qui charge de la prise de notes et un compte rendu est écrit par les patients volontaires. Donc voilà. Maintenant, je laisse à Anne-Sophie le soin d'évoquer l'aspect plus soin de l'atelier carte blanche. Voilà.
Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait soin dans l'atelier? Alors, il y a beaucoup d'objectifs dans la fiche technique, j'en ai sélectionné quelques-uns. Cet atelier, c'est se rendre dans un lieu extérieur, qui est la librairie, pour y mener une activité en lien avec le domaine culturel. La différence avec une sortie culturelle classique, comme on connaît dans les CATTP par exemple, c'est que dans ce cas-ci, les patients ne vont pas vers l'art, c'est eux qui amènent l'art au sein de ce café-librairie. Ils y partagent leur vécu, leurs émotions, leurs expériences. Il y a une autre différence, c'est celle qui s'inscrit également dans le fait que ce qui sera échangé n'est pas pensé par les soignants au préalable. C'est-à-dire qu'à chaque atelier, donc une fois par mois, c'est un petit peu la surprise. On ne sait pas ce qui va être amené, ce qui va être discuté, quelle photo, quel film sera proposé. Et puis, il y a une première personne qui prend la parole et puis ça se déroule comme ça très, très facilement. Un des objectifs, c'est favoriser la socialisation, donc par la présence du groupe, mais aussi par la confrontation et l'ouverture au monde extérieur et à la société en général. Ce lieu offre aux patients de nouvelles occasions de prise de contact et d'adaptation à autrui, dans la mesure où ce lieu est public. Donc, il y a des clients de la librairie et les clients du café. Je ne sais pas si vous connaissez, à gauche, c'est la librairie et à droite, il y a l'espace café. Et c'est arrivé d'ailleurs alors très souvent, la gérante de la librairie intervient, on lui pose des questions, elle intervient spontanément. Et puis il y a aussi les clients. Une fois, c'était une personne qui, parce qu'on s'interrogeait sur des animés japonais, on ne savait pas très bien qui avait fait quoi. Et cette personne était intervenue pour donner son savoir. Et donc ça a permis l'échange avec quelqu'un extérieur au groupe. Donc, ce lieu est public, donc la question de l'intimité est interrogée. On ne va pas parler de soi, de sa pathologie, de son vécu de la même façon dans cet espace-là qu'au sein de l'hôpital de jour, comme dans un groupe de parole. Donc, ça, c'est également intéressant. La pathologie de chacun ne ferme pas les portes de la cité. Ça, c'est important aussi, cette prise de conscience. Un autre objectif, c'est favoriser l'affirmation de soi et le processus de restauration narcissique. Alors pourquoi? Parce que s'instaure la possibilité de choisir, d'exprimer le désir. Les patients sont tous volontaires. Chaque mois, il y a une fiche pour s'inscrire et ne viennent que ceux qui ont envie de venir. Alors, même si la parole dans cet atelier est libre et qu'il n'y a pas d'obligation d'amener quelque chose à partager, eh bien, on observe que régulièrement, chacun apporte quelque chose. C'est quand même assez rare que quelqu'un vienne juste assister. C'est quand même assez fréquent qu'il y ait un support qui est partagé. Et donc, il y a aussi du lien entre chaque séance parce que on pense à qu'est-ce qu'on va pouvoir amener lors de cet atelier, comment on va l'amener. Donc, il y a du lien comme ça psychique qui se crée. Un autre objectif, c'est la normalisation sociale, en minimisant, en diminuant leurs difficultés dans le monde situé hors des structures psychiatriques. Donc, c'est effectivement un atelier hors les murs. L'institution, elle, reste présente de façon latente par l'accompagnement des soignants. Ce hors les murs apporte un contexte de démédicalisation de la relation soignant-soigné. Cet atelier demande aussi une part d'engagement de la part du soignant. Vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas, on vient aussi, nous, en tant que professionnels, avec un livre, une exposition, quelque chose qu'on a envie de partager. Donc, ça nous engage sur ce plan-là. Au niveau psychique, l'échange relève davantage d'une discussion entre les sujets, et pas uniquement soignés et soignants, car les limites imposées par le cadre institutionnel sont assouplies. Alors, on est dans un cadre convivial, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un canapé, il y a des fauteuils, il y a une table basse. On choisit le café, la boisson qu'on veut prendre, si on veut prendre un petit cookie. Donc, on démarre l'atelier comme ça. Et puis après, on apporte ce qu'on a amené. Un autre objectif, c'est les échanges, c'est la dynamique de groupe, c'est favoriser l'oralisation. Un échange se crée spontanément au sein du groupe autour des expériences antérieures et des souvenirs à propos des émotions ressenties ou des connaissances plus académiques. Chacun peut apporter à l'autre et peu importe son statut. Le soignant n'est plus le seul à détenir un savoir au niveau psychique, cela participe au processus de revalorisation narcissique.
Là, ici, dans cet atelier, il y a la création d'un véritable espace transitionnel au sens de Winnicott. L'espace-temps construit lors de cet atelier semble offrir un lieu où les patients trouvent le soutien nécessaire pour mettre en place un début de processus d'individuation. Ils peuvent accéder à la verbalisation et à la symbolisation de leurs pensées sans craindre d'être menacés par celle-ci. Et puis un dernier point, en tout cas un dernier point, je l'ai choisi parce que je pourrais continuer encore comme ça longtemps, c'est favoriser l'autonomie. Et Thomas en a parlé tout à l'heure. Alors d'abord, on demande aux patients de se rendre directement à l'atelier, enfin à la librairie à 14h30. Bien entendu, si une personne éprouve des difficultés pour le faire, eh bien c'est un rendez-vous à l'AJ. Mais on essaye quand même de fonctionner comme ça. On se donne rendez-vous à 14h30 devant la porte. De la librairie, donc. Et l'autonomie, parce que effectivement, il y a un patient qui prend des notes, et après, vous voyez entre vous, vous agrémentaire pour faire le compte-rendu, et autonomie aussi parce qu'on vous laisse faire, vous avez un ordinateur à disposition, et vous refaites le compte-rendu sans notre aide, en fait, ce qui participe aussi à la revalorisation narcissique. Voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Et le compte-rendu, il est partagé après le compte-rendu, il est partagé. Chaque patient peut y avoir accès, enfin, les mis au sein de l'hôpital de jour, et chacun peut y avoir accès. Vous l'imprimez? On l'imprime et puis vous le recevez par mail. Ok. J'ai un exemplaire ici qui est un petit peu vieux, il date d'un an, mais voilà. Super. Merci beaucoup. Effectivement, oui. C'est vrai que cette réflexion hors les murs, nous, on a le sentiment que le tiers-lieu, il sera dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'il se situera à l'intérieur de l'hôpital et en même temps, ce ne sera pas un espace comme les services, c'est-à-dire que ce ne sera pas un espace dans sa matérialité, dans les conditions qui vont lui permettre d'accueillir du public extérieur sur des temps bien spécifiques, dans ce qu'on va pouvoir y faire et la manière dont on va pouvoir y être. Donc, j'aimerais bien tendre une perche assez large à toutes et tous. Peut-être Gilles, si ça vous fait réagir, mais sur ce que c'est que cette opportunité d'avoir un lieu qui est en extérieur et en même temps situé dedans. C'était un des choix que vous aviez fait pour la maison des usagers, c'est-à-dire de pouvoir avoir un espace qui se distingue, mais en même temps qui reste accessible aux personnes hospitalisées. Et donc voilà, j'aimerais bien faire réagir peut-être là-dessus. Alors Gilles, bon, il a tellement de choses à raconter qu'il va falloir qu'il choisisse. Et ça, c'est pas gagné. Donc je suis le sceptique de service, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement fait de propositions tout au long de ma vie, qui est longue déjà maintenant, que tout d'un coup, on est ravis d'abord de voir que ce qui arrive à Bourges, ça fait déjà quelques années qu'on en rêve, mais que voilà, Bourges, culture et capitale en même temps, ça va nous donner sans doute les moyens d'initier un projet dont on rêve depuis longtemps. Un ou des projets, parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs qui ont été initiés. Et bon. Donc, je pourrais parler pendant des heures. On va faire simple, on va faire un peu d'historique sur, je mets des guillemets, à chaque fois je mets le mot art-thérapie, parce que c'est vraiment un mot qui ne me convient pas. Mais on va dire que l'histoire de l'art-thérapie au sein de l'hôpital me paraît intéressante par rapport au contexte. Dans ma tête à moi, évidemment les choses sont fausses, mais ce qu'il en reste, voilà. Dans ma tête à moi, l'art-thérapie est née au sein de cet hôpital par l'arrivée d'une personne importante qui s'appelait Marie-Claude Julia, qui a porté, on va dire, encore des guillemets, l'art-thérapie, en tout cas la pratique d'art plastique au sein de l'hôpital. De Marie-Claude Julia, je veux garder surtout une idée importante, qui était sa volonté, elle l'a défendue tout au long de sa carrière, elle est en retraite maintenant, mais ce qui était l'idée que les intervenants, donc les art thérapeutes, devaient être d'abord des artistes, c'est-à-dire en fait des gens qui sont dans la pratique. C'est tout bête, mais ça me paraît quand même essentiel de rappeler que dans la relation et lorsqu'on travaille avec le patient, l'important c'est quand même d'être dans la pratique. Moi, c'est en tout cas pour moi essentiel d'avoir ça en tête. J'essaie de le préserver dans effectivement ce que je fais avec les patients.
parce que il me semble que on a tous un peu, enfin, c'est ça qui me gêne un peu, je pense que toutes les réflexions qu'on mène doivent être des réflexions menées à partir de notre expérience et de toute notre relation avec les patients et de l'expression de leurs besoins. Et j'ai un peu peur qu'on arrive, c'est toujours une difficulté, vous prenez beaucoup de précautions, hein, mais comment ne pas arriver quelque part avec un projet sans oublier quand même pour qui on est là et avec quelle perspective. Hein, donc c'est vrai que j'entends vraiment parler de co-construction, c'est vraiment là où il faut aller, il faut qu'on aille vraiment donner la parole aux patients et en même temps, moi depuis le temps que je travaille, je ne connais pas 2 patients qui ont les mêmes besoins. Hein. Donc d'où la difficulté, c'est on peut donner la parole à autant de patients qu'on souhaite, les besoins ne sont pas les mêmes. Ça m'a amené d'ailleurs à un moment donné, je suis plutôt intervenant, on va dire, traditionnel, art plastique, dessin, sculpture, tout ce qu'on veut, mais je veux dire, je me retrouve avec des patients, on me les envoie parce que ils ont eu le malheur de dire aux psychiatres quand ils le rencontrent que quand ils étaient petits, ils aimaient bien dessiner. Leur motivation à venir me voir est pas plus épaisse que celle-là. Et puis, on a aussi des patients qui sont des ingénieurs ou qui sont des gens scientifiques. Donc, moi, l'expérience sur le terrain, tout d'un coup, je me retrouvais avec des gens qui étaient beaucoup plus excités, je mets des guillemets à excités, par une ligne de code que par une pâquerette dessinée sur une feuille de papier. Donc, on avait fait le projet qui s'est réalisé, d'acheter du matériel informatique et notamment une imprimante 3D, en supposant qu'il y avait un certain nombre de patients qui trouveraient peut-être plus leur compte. Leur compte, on pourrait revenir sur leur compte, hein, ce qu'il y a derrière. En travaillant peut-être sur cet axe-là. Ce qui fait que je l'évoque parce que peut-être qu'on ne serait pas là si j'avais pas eu cette rencontre avec le directeur jamais il y a quelques années, avant le Covid. J'étais allé le voir en lui disant, écoutez, je pense qu'il faudrait qu'on crée à Bourges, il y avait le docteur Boudjari qui m'accompagnait. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas quand même de regrouper l'École nationale des beaux-arts, l'école d'ingénieurs et l'hôpital pour créer un tiers-lieu et un Fab Lab autour de nouvelles technologies, de nouvelles dynamiques, de tout ce qu'on veut, et notamment du partage et de la rencontre. Bon, donc il m'avait dit, bon Gilou, vas-y. Donc mon Gilou y a été. Et il a rencontré les directeurs des différents organismes. On était plutôt sur une dynamique positive, mais Covid est arrivé, et donc voilà. Alors pourquoi je dis que peut-être ça ne sera pas fait, parce que quand je l'ai rencontré, il ne sait jamais, il n'avait pas forcément une notion de ce qu'était un tiers-lieu ni un Fab Lab. Et donc voilà, donc, ça l'a quand même sensibilisé à la fête. Bref, tout ça pour dire que il y a tout à fait il y a, je veux dire, un champ énorme qui s'ouvre à nous. On a l'impression qu'on va regagner 10 ou 20 ans qu'on a perdu suite à, je sais pas, bon, une espèce d'engourdissement notamment lié au financement, parce qu'en fait, rêvons pas, tout ce projet n'est possible parce qu'il y a un financement aujourd'hui. Et donc, bon, une des hypothèses quand même, enfin pas une hypothèse, mais un des écueils, enfin il y a de nombreux écueils hein, encore qui nous attendent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est donc d'abord le patient, ce qu'on va faire avec lui, ce qu'on met en place, comment ça va pouvoir se prolonger au-delà de 2028. Alors, bon, j'entends bien que la volonté est de s'installer à Bourges, de rester à Bourges, etc. J'en suis ravi. Mais je sais quand même que les financements et les intervenants, a priori, il va falloir trouver des sous pour les rémunérer. Hein. Alors, évidemment, il y a des partenariats à mener, il y a des associations qui peuvent éventuellement intervenir également. Mais je pense qu'il y a tout un tas d'écueils qu'il va falloir quand même assez rapidement, mais peut-être que je vais trop vite, hein, mais voilà, assez rapidement, on va se retrouver confronté à cette notion. Bon. Il me reste une dernière casquette que je n'ai pas encore évoquée. Il se trouve tout à fait par hasard que je suis secrétaire national de l'association des petits débrouillards, que vous connaissez peut-être sur Paris, et que cette association a réalisé il y a peu de temps un tour de France des tiers-lieux, et des tiers-lieux qui fonctionnent un petit peu différemment, et qui en ont fait un festival qui a eu lieu à Guise le week-end dernier. Je vous invite à vous pencher sur la question. Il y a
un réseau quand même de gens qui travaillent dans les tiers-lieux qui sont tout à fait intéressants. Et cette association mène tout un tas d'expériences et d'activités vers lesquelles on pourrait probablement se retourner. Voilà, ça c'est une casquette un peu privée. Je l'enlève des Voilà. Il y a toujours cette dimension du faire ou de la pratique qui est propre au tiers-lieu et qui va du Fab Lab, où on va même des fois sur des aspects plus de technologie en lien avec des usages numériques et parfois peut-être plus du champ de la bricole, avec un spectre très très large entre les deux. Et là, on a plutôt cette ambition d'être dans le faire et dans la pratique autour de la création artistique, autour des arts et de la culture. Une des questions qu'on se pose notamment, c'est comment est-ce que par-delà de la pratique artistique, une médiation, on peut aussi explorer être dans le faire pour les patients, aussi dans la programmation. Donc, comment est-ce qu'on monte un projet, comment est-ce qu'on formule des choix en termes de goût, d'esthétique, et qu'on arrive à les convertir dans des dates ou des temps forts qui peuvent être des moments où on va même être tous autour de la table sur l'élaboration d'une partie d'une programmation artistique. Et c'est vrai que c'est un des grands vœux, hein, mais on imagine que c'est un sacré défi à relever. Est-ce qu'on passe aux questions-réponses ou est-ce qu'il y a des remarques ou quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Oui. 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 Oui, parce que alors dans ma tête, hein, pour répondre un tout petit peu à part sur ce projet, l'idée c'était quand même aussi que les choses puissent se passer en dehors de l'hôpital. Et c'est, à mon sens, un des problèmes qu'on a aujourd'hui avec ce bâtiment, c'est qu'on est en plein cœur de l'hôpital, que tiers-lieu, bien souvent, c'est quand même associé au tiers-temps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le temps qui nous reste une fois qu'on a passé la journée à travailler. Donc, le tiers-temps, c'est plutôt le soir, ou en tout cas sur des horaires où l'hôpital, je ne veux pas dire qu'il est fermé, mais il n'est pas forcément grand ouvert. Hein, donc, c'est aussi un des écueils qu'il faudra contourner. Moi, je crois à l'innovation. Nous, on a quand même eu la volonté depuis l'arrivée des artistes en salle. Moi, je travaille beaucoup en salle de psychiatrie, j'ai beaucoup de salle d'accueil. La volonté, c'était de vraiment sortir de. Je vais répéter les questions. C'était vraiment la volonté d'aller dans les quotas pour sortir de l'hôpital, en sachant que, je vais vous dire ce que je me dis, la stigmatisme, évidemment, les familles, donc pour les enfants, les adolescents. Il y a des familles qui ont accepté les prises en charge parce que ça fait que des quotas. C'est quelque chose de très. Ça met des brillants sur cette la volonté de sortir. Moi, je suis vraiment inquiète sur l'idée de faire aussi rentrer des gens qui n'ont pas de domaine. J'ai rencontré des gens en Suisse, il y a un hôpital à Lausanne qui fait ça très bien de gestion avec l'hôpital de CHU de Lausanne. Et en fait, c'est des gens, en effet, ils arrivent vraiment à faire, il y a des concerts, donc il y a vraiment toute une structure qui pourrait vous donner le lien. Et du coup, ça marche plutôt pas mal, mais c'est pas évident de faire venir je suis un petit peu comme je suis très enthousiaste pour ça, super, en fait, en plus, sur la partie du tiers-lieu, c'est vraiment. Puis moi, je m'inquiète sur comment on va faire pour faire venir les gens. Et je pense qu'il y a une partie de la population qui n'y accédera pas tant à l'extérieur de la ville, tant même au niveau des patients. Je pense que ce sera difficile de monter jusque-là pour certains. Alors après, c'est aussi à nous, sans doute, de porter ça, hein, d'emmener les gens, de tracter. Mais c'est la seule, parce que sinon le reste, on sent que tout le monde est très enthousiaste, qu'il y a plein de possibilités et que ça va être vraiment passionnant. Mais c'est le seul truc, parce que vraiment l'idée, nous, du départ, quand Marie-Claude a rencontré l'école des Beaux-Arts, je prends un petit peu d'avance, hein, parce que vous vouliez me donner un temps de parole tout à l'heure, mais
77, le service de pédopsychiatrie ouvre avec le docteur Martin, hein, qui est aussi très, très initiateur. Hein. Ils ont été plusieurs dans cet établissement à porter, les directeurs évidemment. Les artistes étaient là depuis longtemps, Marie-Claude entre autres, mais il y avait une volonté vraiment. Et en 77, le service de pédopsychiatrie, donc c'est très moderne, ça n'existe pas en France. Hein. Je crois que c'est un des premiers à avoir ouvert d'ailleurs. Et le docteur Martin à l'époque veut faire venir des artistes. Comme l'a décrit Gilles, la volonté de ne pas avoir des arts thérapeutes. Alors c'est vrai qu'on a un petit litige tous, hein, enfin en tout cas dans l'hôpital, parce qu'on est plus artistes, Gilles et moi entre autres, mais d'autres. Moi, j'utilise pas l'art comme un outil clinique. Je n'ai pas la formation ni la prétention de soigner les gens. Enfin, c'est pas. Pour moi, l'art est une nécessité, c'est tout. C'est pour ça que j'entendais que les gens venaient volontairement. Oui, il faut que les gens viennent volontairement. Faut pas qu'on ait dit ah ben il aime bien dessiner donc on va l'envoyer là, ça marche pas forcément. Et puis c'est vrai que la combinaison aussi de différents, on a en effet moi j'ai des adolescents extrêmement brillants qui s'intéressent à des choses qui sont qui peuvent se transformer en art, mais dont j'ai pas toujours. Donc une coopération par exemple avec l'école d'ingénieurs, je sais que l'école d'art de Bourges invite les ingénieurs à faire des choses dans l'école, donc il y a sûrement quelque chose. Mais nous vraiment ce qu'on a défendu c'était de sortir et d'aller dans un lieu où on fait de l'art, pour retrouver la fameuse expérimentation et le côté, la capacité, comme vous l'avez décrit pour la librairie, hein, d'être ailleurs et d'être dans un autre contexte, ce qui fait qu'on s'autorise beaucoup plus de choses et on a plus de liberté, on peut mieux reconquérir sa position d'être actant. Et c'est alors voilà, le seul truc, c'est l'intérieur, ce bâtiment en plus. Alors je vous fais confiance, je pense que vous allez le transformer, qui a une historicité très lourde. On voit la photo, on est dans l'asile, hein, 1800. Monsieur Hippolyte Aurélien l'a dit, donc 1875. Donc on a la charge hein, architecturale du bâtiment. Ça peut être tout à fait intéressant à détourner. À transformer. Je pense qu'il y a un truc à faire là. Du street art. C'est quelque chose à faire. Donc il va falloir donner une autre lueur à ce bâtiment. Mais peut-être pour répondre à vos deux questions et interrogations, Jasmine, est-ce que tu veux, si tu es bien avec nous, si tu nous entends, est-ce que tu veux raconter comment justement tu vis le fait du lieu que tu diriges au sein de l'hôpital à Aix, comment justement cette porosité entre l'intérieur et l'extérieur et plutôt de faire les choses vers l'intérieur de l'hôpital, comment ça se vit de ton côté? Oui, ben oui, merci Antoine. J'avais justement envie de poursuivre et de rebondir sur votre question. J'avais pas très bien entendu tout le début de vos interventions, mais après ça allait mieux. Donc j'ai quand même un peu compris aussi des questions qui sont pleines de sens. Il y a plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est que en fait la grande force de ces expériences qui hybrident et bravo pour cette présentation. C'est très clair. C'est effectivement très agissant en devenir. Il y a énormément de choses et ça va être un projet extrêmement riche. C'est assez fascinant ce que vous les graines plus des graines, les racines profondes là que vous avez posées. Alors la première chose qui me vient, c'est que au 3 Bicef, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait autant en fait un travail permanent sur la déstigmatisation, bien sûr, toutes les formes de déstigmatisation, des troubles, de la folie, pour reprendre voilà un terme qu'on a exclu, mais qui était vraiment puissamment à l'œuvre il y a 40 ans dans l'esprit des fondateurs du projet et inspiré de la psychothérapie institutionnelle, et aussi d'un déconditionnement du rapport à l'art. En fait, moi je trouve que dans les espaces comme ça hybridés, qui nous sont chers et qu'on souhaite voir se généraliser, c'est aussi bien l'expression effectivement des droits culturels de personnes qui sont ici pour différentes raisons, qu'elles aient ou non un rapport avec la psychiatrie, qu'elles aient ou non un rapport à l'art, mais qui finalement en fait vont se retrouver sur un endroit de commun. Et voilà, et c'est ces endroits de commun-là sur lesquels vous êtes en train de travailler et qui sont si prometteurs. Une autre chose qui me vient, et je reprends toujours cette phrase qui d'ailleurs avait été exprimée il y a quelques années, il y a quelques temps en tout cas, par un patient, par quelqu'un qui fréquentait régulièrement le 3 Bicef, qui disait « Ce que j'aime ici, c'est que c'est un espace qui est à la fois hors du soin, mais proche du soin ».
Et finalement, je pense que c'est ça le soin, en fait. Enfin, en tout cas, ça fait partie des choses qu'on dit régulièrement ici dans les échanges qu'on peut mettre en place, qui est effectivement faire partie d'eux tout en étant un peu à l'écart de ce qui peut être un objectif de soin. En tout cas, laisser un peu de côté, vous l'avez très bien dit d'ailleurs dans plusieurs de vos présentations, laisser de côté un peu l'objectif premier du soin. En fait, ça fait pleinement partie d'un processus de rétablissement, en tout cas d'un processus de soin. Et est-ce que j'ai répondu à la question? Je ne sais pas, n'hésitez pas peut-être parce que j'avais envie de vous dire ça, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Antoine. Moi, juste une chose aussi que j'ai envie d'ajouter, j'en profite puisque j'ai la parole, après je la rends, c'est que j'avais envie de vous poser la question de la coordination, en fait. Est-ce que là, il y a vraiment justement à la fois une pleine présence et vraiment un tiers-lieu qui fait totalement partie de l'hôpital, qui est piloté par l'hôpital. Comment est-ce qu'il y a quelle coordination vous envisagez en fait sur justement la coordination de ce tiers-lieu, de ces espaces, du Paris Mozart Orchestra? Est-ce que vous êtes déjà sur des schémas en fait aussi de fonctionnalité en termes de mise en lien des équipes? Parce qu'il y a aussi plusieurs équipes qui travaillent sur ce tiers-lieu artistique, culturel et de soins. Et la dernière chose, oui, c'est juste vous citer parce que j'aime le partager parce que je trouve ça extrêmement vertueux. Parce que nous, une des choses en fait qui sont un peu la matrice de Ars en Citoyenneté, ce sont les groupes de réflexion. Donc mensuels, on en fait un par mois, groupes de réflexion citoyens qui sont aussi, je pense, ce que vous faites en fait déjà parce que vous avez l'air très en avance en fait, très au travail. Des groupes de réflexion où en fait, ça fait partie des choses que vous avez pu mettre en avant sur la démarche préparatoire justement et de préfiguration dans laquelle vous êtes, où les personnes concernées d'ailleurs, nous on dit souvent, concernées, on l'est forcément, voilà, par un rapport à la santé mentale ou par un rapport à l'art ou par un rapport à la cité, sur des thématiques de travail coélaborées par le groupe sur ce vers quoi on a envie d'aller. Et ça, c'est vrai que si j'ai une envie de partager quelque chose avec vous, c'est gardez-le, même hors phase de préfiguration, parce que c'est ça qui fait vivre les lieux. Est-ce que le micro fonctionne toujours? Vous nous entendez en ligne? Oui. Là, très bien, oui. Peut-être juste avant de parler de la gouvernance ici, est-ce que Jasmine, tu peux nous exprimer justement comment la ville d'Aix rentre dans le centre d'art au sein de l'hôpital et quels sont dans ce sens-là, de l'extérieur vers l'intérieur, comment ça peut vivre avec les citoyens aussi de la ville? Oui, en fait, c'est toujours une grande question. Hein. On a toujours cette question de qui vient. En fait, la question, c'est de pouvoir s'adresser tout le temps, en même temps, à la fois à des personnes concernées, aussi à la communauté soignante, aux proches aidants. Enfin, voilà, cette manière de pouvoir être en conscience de cette question des adresses multiples. Là, je parle plus de questions de communication, évidemment, de pouvoir, bien sûr, être identifié au sein de l'espace public à Bourges comme un lieu où l'ensemble des habitants peuvent venir pour voir un concert, pour assister à une étape de création, pour une rencontre, pour une conversation publique, pour une performance ou un spectacle, toute la programmation que vous allez construire, en fait. Et de pouvoir avoir à la fois une manière commune en fait de communiquer, c'est effectivement ce qu'on tente de faire ici, et en même temps de travailler aussi cette question des adresses spécifiques. Donc c'est faut pas négliger cette partie-là, la question pour ne jamais en fait laisser de côté. Si on a effectivement, et là je le dis pour le coup en toute humilité, parce que je pense que c'est un travail qui doit être en réflexion permanente.
pour ne jamais en fait laisser de côté, si on pense pouvoir vraiment effectivement créer ces circularités qui sont pour qu'elles soient actives et dynamiques, doivent être pensées vraiment dans une forme de continuité, de constance, mais bien sûr avoir aussi des moyens de communication dans la ville, avoir un soutien de la ville de Bourges, avoir un soutien de l'ensemble des partenaires du Paris Mozart Orchestra. La question vraiment de finalement être dans tous les réseaux, être dans les réseaux professionnels du spectacle vivant, musicaux ou même effectivement d'autres formes artistiques si vous étendez à des champs disciplinaires différents. Et bien sûr, ne jamais oublier qu'il y a aussi une forme de priorité, bien entendu, puisque d'être en plein cœur du centre hospitalier et de penser aussi à la communauté soignante, de penser aux familles, de penser à qui va pouvoir se réunir dans ces espaces. Mais c'est vrai que ça demande en fait des communications à tiroir, en fait, en tout cas, d'avoir une pensée vraiment de tous les circuits de communication qui vont faire en sorte qu'effectivement des habitudes vont se prendre aussi pour la population générale de venir fréquenter le lieu. Ça demande effectivement un appui de la ville et un travail un peu de fond sur l'ensemble des calendriers. En fait, ça demande aussi d'avoir un déplacement permanent. C'est-à-dire que moi, par exemple, parfois je parle plus, enfin, j'ai plus l'impression parfois de dire, de m'auto-corriger dans là, cette fois, je souhaite m'adresser davantage à l'hôpital, ou là, je souhaite m'adresser davantage à l'espace public. En fait, on s'adresse tout le temps à tout le monde, mais c'est un vrai, effectivement, il y a vraiment cette dialectique permanente sur l'effort qu'on met en fait pour toucher un public qui concerne en fait tout le monde et oui, bien sûr, alors un réseau d'affichage aussi dans la ville. Enfin, cette question de la présence dans la ville, elle est vraiment importante à travailler si on veut vraiment effectivement, et on sait très bien à quel point il y a cette barrière aussi psychologique, et puis barrière pas seulement psychologique, hein, barrière matérielle et physique pour entrer au sein du centre hospitalier, et que ces barrières, elles sont là en fait, et qu'on doit se battre contre les représentations en fait, faire venir, je pense qu'il y a un enjeu majeur à faire venir la population générale en milieu intra-hospitalier psychiatrique pour aussi mettre au centre la question de nos rapports à la vulnérabilité, et que quiconque en fait franchit la porte et vient comprend tout de suite et revient en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Donc savoir permettre aux personnes, aux habitants qui n'ont pas de lien peut-être ou pas encore. En tout cas, on dit tout le temps, on a tous un lien avec la santé mentale de toute façon. Donc leur donner le chemin pour rentrer dans cet espace-là, et ça passe par effectivement être présent aussi dans l'espace public et pas négliger cet aspect-là. Merci Jasmine. Peut-être Morgane sur la partie gouvernance. De toute façon, c'est un peu scotché pour que ça tienne. Ah oui, d'accord. Oui, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Ouais. Sur la... Effectivement, on mène aujourd'hui des travaux de réflexion sur le sujet, puisqu'on va refléter toute cette dimension d'implication de l'ensemble des parties prenantes. Donc, on est vraiment aux prémices des travaux. Aujourd'hui, on imagine déjà créer une structure qui soit vraiment formelle et une structure qui porterait le projet de tiers-lieu, puisqu'aujourd'hui, on a un patchwork, une sorte de puzzle avec différentes structures, donc le PMO, le centre hospitalier, la maison des usagers aussi. Donc, l'idée, ce serait de créer un autre outil juridique, donc peut-être la forme d'une association. Donc on est sur cette idée aujourd'hui. Et dans la gouvernance de cette nouvelle structure, d'impliquer à la fois le centre hospitalier, le PMO, la maison des usagers aussi, vraiment toutes les grandes parties prenantes qui participent au projet. Avec peut-être des collèges, on est vraiment au tout début des réflexions, mais de pouvoir donner la parole à cette. Ça répond à Oui, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne, on n'a pas d'autres questions ou remarques? Si je peux juste me permettre, vous m'entendez? Oui. Vu qu'on est sur les questions des stigmatisations et le fait d'installer ce lieu dans l'hôpital,
Parce que ça a été une question sur l'installation de la maison des usagers également. Est-ce qu'on la met dans l'hôpital? Est-ce qu'on la met à l'extérieur? Quel public on y fait venir? Quelle intervention? L'idée d'installer aussi ce lieu en Georges Sand, c'est déjà une rencontre avec un bâtiment et puis un projet qui s'est construit autre chose autour. Et c'est aussi la question de la déstigmatisation, c'est permettre aux patients psychiatriques d'aller à l'extérieur de l'hôpital et d'avoir accès à tous les lieux, d'avoir accès à l'emploi, d'avoir accès à une vie sociale et culturelle équivalente autres. Et c'est aussi de faire venir des gens dans l'établissement. Je rappelle aussi qu'à une époque, pas si lointaine et encore dans beaucoup d'établissements là, les familles n'entrent même pas dans un service de soins de psychiatrie. Elles sont devant la porte, elles ont un salon d'accueil à l'entrée du service parce qu'on estime que les familles n'ont pas à rentrer dans l'unité. Elles n'ont pas à voir ce qui s'y passe. Dans d'autres établissements, voire seuls les proches sont autorisés sur le site, mais pas forcément dans l'ensemble de l'hôpital. Dans d'autres établissements que j'ai connus, par contre, dans l'autre sens, le parc de l'hôpital est un lieu de visite tous les étés parce qu'il y a un concours de fleurissement du parc. Donc, il y a aussi toute cette question-là, effectivement, qui, à travers ce bâtiment, qui va remettre en question des modalités de fonctionnement de Georges Sand, parce qu'effectivement, il y a les conditions d'accès, il y a les conditions de sécurité, il y a potentiellement des questions de confidentialité. On est à l'entrée de l'unité fermée avec Musset. Déstigmatiser la psychiatrie, c'est aussi travailler sur la gestion de l'espace qui est celui de l'hôpital psychiatrique, comme d'autres hôpitaux. Et je pense qu'avec ce projet-là, même si ça va amener des questions, ça amènera aussi une réflexion intéressante sur la place de l'usager, sur la place des familles dans l'hôpital, sur la place de la société dans la psychiatrie, et également dans l'enceinte des établissements. Et en plus co-construit avec un projet qu'on a avec le Paris Mozart Orchestra, qui est aussi de déployer l'activité du Paris Mozart Orchestra dans ces locaux. Ce n'est pas que un projet à destination de la population soignante de Georges Sand, à destination des patients de Georges Sand, c'est aussi un projet à destination de la population du territoire de Bourges, autour de la déstigmatisation des soins en psychiatrie, mais aussi autour de l'offre de culture qu'on va proposer sur le terrain. Donc c'est sûr que quand on a eu la décision ou le projet de construire ça, ça va amener à des réflexions qui sont pas simples en termes d'accès du bâtiment à certains horaires, 22 heures, on ferme les portes parce que on passe sur les équipes de nuit. Donc, comment on s'organise avec le Paris Mozart Orchestra sur des potentiels horaires de concert? Comment est-ce qu'on permet aussi l'accès plus facile piéton jusqu'au local, à la fois pour les patients, pour les familles, mais aussi pour d'autres? Comment on se partage un peu les lieux? Et je pense que globalement, au-delà du seul tiers-lieu, ça a aussi une réflexion intéressante au niveau du lien qu'on fait avec la psychiatrie. Voilà, c'était juste une remarque. Oui, moi, je veux bien rebondir juste sur ce que vous venez de dire parce que ça me paraît fondamental. Et effectivement, c'est ces interconnaissances et ces liens réguliers. Alors, voilà, il ne faut pas se voiler la face non plus. Le temps, le temps manque. C'est souvent pas du tout le désir qui manque, mais plus le temps. Mais effectivement, savoir comment fonctionne. Oui, effectivement, un concert, ça va être plutôt le soir. Enfin, voilà. En fait, toutes ces interfaces-là de connaissances mutuelles des secteurs, c'est du secteur du spectacle vivant, du secteur de la création, d'accueillir effectivement une population ouverte. Mais c'est possible le temps de connaissance des mécanismes, c'est que des petites choses à bouger dans les fonctionnements, mais qui en fait, tout le monde s'adapte en fait. Ce temps-là de donner l'information, de pouvoir en fait parfois faire des micro-ajustements qui font partie des dynamiques qui permettent ces circulations-là. C'est assez, c'est ça qui va faire toute la différence. Et moi, j'avais aussi envie de parler, parce que vous avez donc parlé de l'inscription dans la mémoire, et je ne sais plus que tout à l'heure, quelqu'un a dit, oui, est-ce que ça va être invitant, en fait, d'inviter de faire venir l'espace public dans des espaces qui ont été ceux de l'enfermement. En fait, je pense que justement, c'est aussi faire ce travail de mémoire. C'est à la fois la mémoire et la création. Ça permet aussi de s'approprier notre mémoire qui est quand même aussi invisibilisée. On a un peu l'occasion de parler de la mémoire récente de la psychiatrie qui concerne en fait finalement tout le monde. C'est aussi c'est une réconciliation envers justement l'usage des espaces, c'est ce qu'ils ont été, ce qu'ils sont, ce qui fait partie en fait vraiment de l'histoire collective en fait et d'asseoir
dans ces espaces et dans les usages de ces espaces, en fait, ceux de la création et ceux de l'accueil et de l'hospitalité, voilà, c'est vraiment effectivement créateur de liens, quoi, à mon sens. Je peux dire un tout petit mot? Oui. Écoutant, c'était passionnant pendant cette heure et demie. Et je voulais dire aux artistes qui ont déjà l'expérience du travail à l'intérieur de l'hôpital George Sand que vraiment on souhaite bénéficier de leur expérience et qu'on souhaite s'enrichir de tout ce qu'ils ont pu faire et qu'on souhaite co-créer avec eux les événements à venir. Merci beaucoup à toutes et tous voilà, pour votre présence. C'était super intéressant. J'ai une question quand même. Il y a un truc qui me pose énormément de questions. Je suis suivie pour soignante, maintenant je suis éducatrice, mon métier c'est éducatrice. Le projet, donc, c'est une partie, attention, les soignants. On prend pas du tout. Les soignants les soignants, nous n'avons pas de soignants, les services sont en mode dégradé. Aujourd'hui même, il n'y a pas de soignants dans l'Assemblée. Comment voir le projet, ce projet, et inclure les soignants? Comment peuvent-ils être inclus à ce projet, en sachant qu'on a... Il est là. Moi, ça me pose beaucoup de questions, ça. Parce qu'à un moment donné, si c'est pour tout le monde, comment lui va pouvoir se détacher aujourd'hui? Il ne peut même pas se détacher pour venir. Vous avez entendu en ligne? Vous nous entendez? Oui. Donc voilà, ma question restera, on y réfléchira. Non, mais la question, la question, elle est justifiée, comme vous avez aujourd'hui des cadres, comme il y a eu des rencontres avec les équipes et autres. Je veux dire, on est d'accord sur le fait que sur les effectifs soignants dans les unités de soins, sur l'extra-hospitalier, sur d'autres, il y a des difficultés sur les effectifs, c'est une réalité. Ça n'empêche pas que ce soit les services du pôle enfant-adolescent de participer à créer des projets sur des activités à l'extérieur de leur service, de les réaliser sur le pôle intra de la même manière, d'avoir des activités thérapeutiques. La question, effectivement, de ce lieu, et c'est vrai que c'est un vrai sujet de pouvoir libérer du temps soignant suffisamment pour participer aussi à la réflexion qu'on a aujourd'hui et qu'on aura dans les instances, plus de décisions de quelles seront les orientations du projet, pouvoir avoir des soignants qui se mobilisent et qui ont du temps dessus, c'est un sujet qui va être compliqué à organiser. Après, réaliser des activités en dehors de leur service de soins, ils le font déjà, c'est pas nouveau dans l'établissement. Mettre à disposition d'autres salles, d'autres possibilités à l'intérieur du site, juste à proximité de voilà, là pour ceux qui connaissent les locaux, ce qu'on voit juste à droite de le long du bâtiment, c'est l'unité Chopin, c'est l'unité d'hospitalisation qui est juste à côté. Juste à côté, vous allez avoir l'unité Musset de la même manière, qui est une unité de soins sous contrainte, avec laquelle on a la difficulté également de faire les activités à l'extérieur parce qu'il y a une distance. La mise à disposition de locaux complémentaires sur lesquels ils peuvent construire des activités avec des artistes en résidence au sein du tiers-lieu ou avec d'autres artistes de l'établissement ou dans d'autres projets. C'est aussi une offre qui existe, mais qui répond aussi déjà à ce que les soignants font dans les unités de soins. Donc, il n'y a pas non plus une modification absolument gigantesque sur les modalités dans lesquelles ils peuvent faire. Il y a déjà des arts thérapeutes, il y a des éducateurs, il y a déjà énormément de monde qui font des activités au sein de l'établissement. C'est offrir des lieux autres et potentiellement d'autres types d'activités dessus. Même avec les difficultés d'effectifs qu'on a dans les services, les équipes sortent, les équipes font des choses à l'extérieur, donc leur mettre à disposition dedans des bâtiments, c'est un plus. Après, je suis d'accord avec vous, les services seraient pleins en personnel, on en ferait beaucoup plus, ça c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Aujourd'hui, les infirmiers et les aides-soignants ne sortent plus des services, ce sont les éducateurs qui le font. Les soignants l'ont toujours fait dans toute leur carrière, je viens aussi de ce milieu-là. Hein. Et malgré vos réponses, je pense qu'il y aura quand même des difficultés à pouvoir les intégrer. Aujourd'hui, même les ETP sont compliqués à faire dans les services.
parce qu'on n'a plus de soignants. Parfois, on est en mode dégradé, on se retrouve avec vraiment plus du tout de personnel pour déjà gérer le service. Donc, même avec la proximité du lieu dans l'ensemble de l'établissement, je me pose quand même beaucoup de questions. Et je ne suis pas là pour un rapport particulier des choses que mes collègues ne peuvent pas venir ici. Oui, c'est une question qu'on se pose quand même pour les soignants. Et quand on a l'équilibre, tu vas pouvoir travailler en partenariat, mais est-ce que Je peux dire si comment on va pouvoir articuler notre travail au sein des services et ensuite pouvoir se déplacer. C'est pas très clair. Et en ce jour, comment on va être à comment on va pouvoir profiter du lieu dans les conditions acceptables pour nos collègues. C'est-à-dire, oui, c'est vrai que les jours où on est en sous-effectif, c'est souvent, enfin, sous-effectif ou effectif minimum, comment on va dire aux collègues que les tâches pour aller participer à telle activité. Pour l'instant, ça reste assez flou sur le moment. C'est une réflexion que justement de mener avec ce sujet. Alors, dans la démarche de conception du projet, justement, on essaye d'impliquer au maximum les soignants et les gens pour en parler, d'entretien aussi, de réunions, de présentation pour prendre les écoutes et ça va continuer avec les ateliers. Et on a travaillé aussi aujourd'hui dans cette démarche. L'idée, c'était plutôt de travailler ici au sein du centre hospitalier. On nous a fait la remarque de dire on peut aussi sortir et voir d'autres équipes. Donc, c'est ce qu'on commence à faire aussi avec Suzanne. C'est aussi partager le retour d'expérience. En tout cas, c'est vraiment un sujet qu'on a en tête et on en a parlé la dernière fois, on a des copines chez moi. Comment faire pour que les soignants puissent aussi s'approprier le lieu, venir peut-être avec les usagers par moment, pour faire des temps de pause, puisqu'on sera sur un lieu, on disait qu'il sera convivial, donc ne serait-ce que dans les matériaux utilisés, dans la sonorité aussi. Donc, on commence à réfléchir à tout ça. Et voilà, l'idée, c'est qu'on construise aussi une centre. C'est vrai que ça paraît être quelque chose de porteur et de motivant. On avait, je sais pas s'il faut poser la question, effectivement, tout ça, ça interroge aussi qu'est-ce qu'une activité thérapeutique? Quel sens c'est donné? Est-ce que l'activité thérapeutique, elle est thérapeutique parce qu'il y a la présence de soignants? Est-ce que l'activité thérapeutique, elle ne peut pas être thérapeutique? Est-ce qu'il fait soin? Est-ce que c'est vraiment le soignant qui l'apporte ou c'est pas le groupe? Et le groupe, qui constitue le groupe? On parlait tout à l'heure de psychothérapie institutionnelle, etc. On s'est beaucoup questionné au sein de notre service pour permettre aux uns aux autres de reprendre place. Et finalement, l'expérience de l'hôpital de jour, il y a des activités où c'est les patients eux-mêmes qui l'animent, sans soignant. On peut passer, tout simplement, je pense qu'il y a vraiment un bon travail de qu'est-ce que le soin vraiment aujourd'hui. Et aussi, tout à l'heure, répéter ce que Morgane disait, donc effectivement, je pense qu'il faut effectivement avoir ces deux temps-là, des activités au sein pour présenter effectivement le tiers-lieu au sein du site de Georges de Sand, etc., pour que l'ambiance, c'est important qu'on puisse s'imprégner de l'ambiance, mais il faut aussi que les équipes du PMO et puis du CISMO puissent aussi se rendre dans les structures qui sont en venue, c'est-à-dire l'ambulatoire, la pédo, les personnes âgées, etc., pour effectivement travailler. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec Morgane. Elle est venue au sein de l'hôpital de jour et donc, il y avait Thomas puis Jolane qui pourront partager l'expérience, mais de venir travailler justement donner place. Et là, il y avait une dizaine de soignants et une quinzaine de patients ici sur place. Vous voyez, on va aussi. Donc, je pense que ça commence à se construire comme des Morgane. Et on a trouvé l'expérience très intéressante. Si vous voulez, Camille, Jolane, soit des de 14 ans, si on leur donne pas confiance et qu'on ne leur donne pas de responsabilité, c'est Et l'idée de la semaine dernière, tu peux en dire un mot, peut-être, Jolane? Alors, on a fait une espèce de jeu de rôle dans lequel on se mettait en situation de différents types d'usagers. On a vu qu'effectivement, certains types d'usagers auront certainement du mal à se rendre sur le site. Effectivement, je suis d'accord avec vous pour les soignants, le problème, c'est le temps. Il y avait quelqu'un qui avait proposé, alors je ne sais pas si c'est pertinent ou pas, parce que je ne sais pas si vous avez le temps de faire ça, que l'espace restauration, ça puisse être pour le soignant d'avoir un plan B pour
pour éventuellement faire une pause déj ailleurs quand il a le temps. Mais la question, c'est est-ce que vous avez le temps d'utiliser le champ B ou pas, quoi. Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'anime avec deux autres collègues un atelier thérapeutique. Je suis déjà hors service. Oui. Je ne peux pas répondre à ceux qui sont dans les horaires matin, midi, soir, ils sont dans c'est différent de la gestion du temps. Donc je ne pourrais pas répondre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y aura un minimum de soignants en service. Ce minimum, on y est en permanence. Donc, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas le détacher d'une façon ou d'une autre. Il est là le problème. Et c'est là où je me pose. Dans la construction, oui, le soignant va pouvoir participer, on va faire des retours, il y aura forcément des choses qui vont nous ramener, qui vont vous rapporter. Mais en soi, une fois le projet créé, je pense qu'il sera extrêmement compliqué pour le soignant de pouvoir accompagner un patient, même comme ça, juste pour dans un moment de convivialité, sans penser à un ETP. Ou, voilà, c'est en ça où ça me dérange un petit peu pour les soignants. Après, le repas de midi, c'est peut-être une bonne idée. Après, est-ce que l'interaction va pouvoir se faire parce que on reste toujours sur l'effectif. Voilà, il y a aussi ce rythme-là qui est compliqué du matin, du soir ou de nuit. Et du coup, avec le décalage, en fait, je ne sais pas comment. Faut qu'il y ait une ouverture aussi des soignants. Il faut leur donner envie aussi de pouvoir partager. Je pense qu'il y a un peu moins de pause pour ce genre de choses. Ça peut peut-être marcher, mais Et si je peux me permettre, c'est vrai qu'on a des problèmes de contrat, on entend les problèmes d'effectifs, etc. On l'entend. Après, encore une fois, c'est il faut qu'on repense encore une fois notre activité. Qu'est-ce que les soins et qu'est-ce que les activités thérapeutiques. Et aussi, vous savez, nous, ambulatoires, il y a aussi d'autres problématiques, c'est-à-dire nous, on a beaucoup de patients, c'est compliqué pour eux de revenir sur l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est synonyme de souffrance, d'hospitalisation, de chambres d'isolement, des choses comme ça. Donc, même pour ramener les patients, revenir travailler sur ce projet qui arrive, vous voyez, moi j'ai beaucoup de patients qui disent je ne veux pas revenir sur ces lieux parce que c'est lieu de souffrance. Vous voyez, il y a la politique d'intra des soignants, et l'extra, quand les patients sortent, c'est que quelque part, oui, c'est bon signe. Là, on les ramène à l'hôpital. Vous voyez, il y a aussi une autre dynamique à avoir. Donc, vous voyez, il y a toute une problématique à penser, mais encore une fois, c'est qu'il faut qu'on repense tous les uns les autres un peu le soin, et puis, quelque part, un peu casser déconstruire, on a toujours appris, c'est-à-dire l'hôpital c'est fermé, l'hôpital c'est les soins. Mais j'ai envie de dire que l'hôpital, on l'a beaucoup abordé, c'est aussi un moment, c'est aussi, je pense, un moment où, comme une maison, moi j'ai envie de voir l'institution comme une maison, où on vient effectivement, on vient se transformer, on vient grandir, on vient partager nos expériences, et aussi peut-être aussi qu'on y vit des événements, et des bons événements. Voilà. C'est quand même des choses à oui, tout à travail, c'est pas, ça va pas se faire. Ce que je vous propose peut-être pour libérer les personnes qui sont avec nous en ligne, même si c'est passionnant et qu'on aimerait en rester plus longtemps, peut-être de poursuivre les discussions. On va avoir un petit temps et puis voilà, libre de capter discussion. Et puis Lola Hadjé de la compagnie MC va nous proposer un moment autour du mouvement en tiers-lieu pour celles et ceux qui sont disponibles. Je vais vous dire que sur les prochaines étapes, donc sur les ateliers, on va bien travailler sur les espaces, la manière dont ils vont pouvoir accueillir dans des meilleures conditions toutes ces activités, et aussi travailler sur les visages de ce lieu, parce que ça va être aussi être un lieu avec des accueillants, des personnes qui vont être présentes pour pouvoir accueillir, orienter, montrer comment le lieu fonctionne, et ça va être un peu fort de ce lieu, avec des gens qui sûrement on tutoiera, qui nous mettra très bien. qu'on verra dans le projet. Donc, c'est aussi ces rôles-là qu'on va essayer de travailler dans les ateliers sur les prochaines étapes. Merci encore beaucoup pour tous vos interventions. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. C'était très riche.